moins un sol de façon certainement pas logique. Je le vois comme un endroit, une couche dans laquelle les racines d'une plante vont pouvoir s'alimenter en eau avec des sels minéraux en solution. Donc on est dans l'univers soluble, soluté, solvant. C'est au-delà de l'eau, la plante a besoin d'éléments nutritifs, constituants, fertilisants, qui vont se trouver en solution dans cette eau. C'est un lieu dans lequel on a un complexe argilo-humique, il faut être un petit peu dans la technique, constitué donc avec des acides humiques qui vont venir fixer les éléments fertilisants tels que la potasse, le phosphore, la magnésie, par leur charge positive. Et au gré de la décomposition via des bactéries vivantes dans le sol, on va venir libérer, au gré du climat, de la situation, des éléments qui vont rentrer en solution et qui vont pouvoir être assimilés par la plante via les racines et bien sûr en passant par les mycorhizes. Mais globalement, c'est un lieu d'alimentation. Historiquement, on aurait dit ces trois choses, il y a du solide, du liquide et du gazeux. C'est vrai, mais enfin, on a fait mieux depuis cette définition. C'est une salle d'attente et un processus. C'est une salle d'attente au sens où il y a des choses qui là attendent, sont en devenir. Il y a des minéraux qui sont en train de se dissoudre et de rejoindre la solution du sol dont tu parlais. Et il y a aussi de la matière organique qui est en train de se décomposer. Alors elle est présente, mais petit à petit elle libère un peu de CO2 par la respiration des micro-organismes et puis du phosphate et de l'azote. Et alors, en fait, ces matières en devenir, c'est un processus perpétuel parce que dans un sol normal, il revient toujours de la matière organique en surface et puis il y a toujours la roche-mère qui donne de nouveaux morceaux de rocher à manger au sol. Et tout ça, en fait, on pourrait se dire que c'est des processus physico-chimiques. Ben non, c'est des processus vivants. En fait, ce qu'on comprend maintenant, c'est que même la dissolution des roches, elle est aidée par les microbes. Bien sûr, le devient de la matière organique est aidé par les microbes. Et tu évoquais les champignons mycorhiziens. La façon dont les plantes vont se servir là-dedans, c'est assisté par des microbes aussi. Donc aujourd'hui, on voit que ces processus physico-chimiques et ces compartiments physiques, ils sont en fait rendus vivants par des microbes. Et on s'aperçoit brutalement que nos gestes traditionnels avaient oublié de gérer la vie dans les sols. Et on parle souvent du micro, mais il faut penser au macro, c'est-à-dire que les vers de terre qui vont aller chercher la matière organique, la litière qui est en surface pour l'introduire à l'intérieur, donnent, alors c'est pas homogène, mais donnent quand même une homogénéité assez intéressante de cette couche. Et donc c'est un lieu quand même avec une vie très importante. C'est un lieu de vie. C'est un endroit où tout se passe, puisque 80% de la vie sur Terre est sous terre. Donc globalement, c'est l'endroit où le développement d'une plante va s'effectuer, la nutrition de la plante. Voilà, c'est un milieu d'échange où différents éléments, ils viennent de le dire, sont très importants. L'oxygène notamment, mais aussi des parties anaérobies. C'est un milieu complexe. Ils mangent des microbes. Alors, ils avalent de la matière organique, parce qu'effectivement, c'est là qu'ils trouvent des microbes, mais ce qu'ils peuvent digérer, c'est surtout les microbes qui se trouvent dessus. Alors, ils ont un rôle, effectivement, parce que, tu fais bien de le dire, dans ma définition, j'ai un peu simplifié, j'ai pas noté ce qu'on appelle la bioturbation, c'est-à-dire cette activité qui remanie les couches, qui remonte les sels minéraux, qui descend dans la matière organique. Alors ça, il y a les vers. Il y a tout un tas d'animaux qui font ça, mais les plantes aussi. Les plantes, elles extraient des sels minéraux en profondeur et ces minéraux retombent avec leurs feuilles en surface. Et puis, il y a aussi les activités qui sont dues au travail des racines. Et au total, c'est vrai qu'il y a un brassage aussi qui s'opère, il y a un mouvement dans les sols. C'est vraiment une dynamique de décomposition, une dynamique
dynamique d'altération de la roche et une dynamique de brassage. Et le phénomène gazeux, donc par les galeries creusées par les vers, on a également cette introduction d'air qui est nécessaire dans le processus de décomposition. D'air, facilitation de circulation de l'eau. Drainage. Alors, Marc-André serait beaucoup plus qualifié de donner les familles, l'ordre et ainsi de suite. C'est pour toi une vigne. Alors, pour moi, c'est la vigne, en allant jusqu'à la variété, c'est un système vibratoire qui a la capacité de transformer l'originalité d'un lieu par une assimilation, une restitution particulière. Sur un même lieu, si on change de variété, on n'aura pas exactement le même système vibratoire qu'une autre. C'est pour ça que le choix d'une variété est quand même très important au-delà de l'adaptation climatique. Ça veut dire que c'est un transmetteur, c'est un interprète, la vigne. Oui, c'est un système qui va nous révéler, par la sapidité, qui va nous révéler la particularité d'un lieu. Marc-André. C'est une obscure plante qui grimpait dans les arbres des forêts, des rives, des rivières méditerranéennes ou dans des forêts à sol humide, qu'on a domestiquée et qu'on a modifiée, mais complètement modifiée. Par exemple, il n'y a plus de vignes mâles et de vignes femelles, alors que dans la forêt d'origine, il y avait des pieds mâles et des pieds femelles. Les raisins sont en beaucoup plus grande quantité, et parfois d'ailleurs ils sont plus noirs, ils sont roses ou blancs. Donc c'est une plante qui a été métamorphosée de deux façons. D'abord par la sélection par l'homme, qui a permis de sélectionner des couleurs différentes, des cépages qui ont des profils aromatiques différents, et on sait très bien, maintenant qu'on a le génome de la vigne, qu'on a vraiment sélectionné tous les gènes qui permettent de faire des tanins, qui permettent de faire des terpènes. En fait, on a choisi des goûts, il y a ça il y a très longtemps. Mais la deuxième modification qu'impose l'homme, c'est les conditions où il a fait pousser, qui sont des conditions un peu plus stressantes. Ça va booster les tanins, ça, pour se défendre, pour se protéger, la plante va en faire plus. Et puis la taille, parce qu'aujourd'hui, la forme de la vigne, c'est pas la forme de la vigne, c'est la forme qu'on lui donne. Donc il y a une modification morphologique aussi, et qui est destinée à équilibrer la production de feuilles et de bois, la production de fruits, à donner une morphologie qui, dans un terroir, capte la lumière. Ça serait un peu une plante qui serait alternative, c'est-à-dire une année, elle ne produirait pas beaucoup, l'année suivante, elle produirait plus, un petit peu à la façon des oliviers. Mais on parle là quand même plus, pour moi, je parlais quand même plus de raisin de cuve. Le raisin de table, ça peut être un petit peu différent, on recherche le goût, on recherche les arômes, on recherche moins la substance, les constituants intimes de... On aura beaucoup moins de tanins, tous ces tanins qui vont être antioxydants et permettre justement les vieillissements en révélant des arômes originaux, on en aura moins sur les raisins de table. Mais il y avait à Marseille régulièrement à l'automne les curuvales, c'est-à-dire les personnes qui descendaient peut-être des Alpes de Haute-Provence et qui apportaient leurs raisins et on faisait du jus de raisin, et il y a des personnes qui tous les matins venaient prendre leur verre de jus de raisin, et ça s'appelait la curuvale. Mais non, mais alors donc il n'y a pas forcément d'hiatus de toute façon, il y a une forte sélection pour des capacités aromatiques, mais effectivement qui s'exprime soit dans le fruit frais, soit dans le vin. Bon. Par contre, il y a une chose qui est importante aussi, c'est qu'on est passé sur des modes végétatifs. Hein, maintenant on clone la vigne en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on la bouture, avant on la bouturait, maintenant on la greffe. Et il s'est passé un truc, c'est que d'une époque où on crée des nouvelles variétés, par exemple un jour le Cabernet Sauvignon est né des amours du Cabernet et du Sauvignon. À un moment, quelqu'un a planté une graine. Aujourd'hui, on pense un peu moins à planter des graines, alors que historiquement, on engrange le patrimoine d'une histoire qui plantait des graines aussi. Je ne dis pas qu'il faut abandonner nos cépages, je dis juste qu'il faut penser à en trouver d'autres aussi. Ça veut dire que la graine, c'est plutôt le lit de la diversité plus que le clone ou la massale qui n'est jamais qu'un clone. Alors, dans ton clone, tu peux avoir des dérives. Le pinot meunier est apparu un jour au milieu des pinots, le pinot blanc est apparu au milieu des pinots noirs. Mais tu ne renouvelles pas très profondément ta diversité. Alors qu'avec la graine, c'est une des façons de l'explorer. La période de reproduction d'une plante, c'est une période qui est un moment où la plante est la plus fragile, et en allant chercher les graines
c'est peut-être aller chercher les plantes qui seraient le plus adaptées au climat du moment. Là, on peut dire qu'on a pratiquement une sélection qui a été faite au XIXe siècle ou peut-être avant, parce qu'on fait une multiplication végétative. Et donc, on est en train de cultiver des plantes qui étaient adaptées au climat du XIXe siècle. On sait bien que peut-être le climat du XXIe, ça ne sera pas tout à fait celui du XIXe. On nous dit sur des pépins qu'on a récupérés qu'il y a 900 ans, on avait déjà du savagnin. Bon. Donc ça veut dire que c'est bien ce réservoir de diversité, il ne faut pas l'abandonner, mais c'est un des réservoirs, il ne faut pas négliger de continuer. Voilà. Le vin a toujours été une chose culturelle qui a changé. Aujourd'hui, on ne met plus d'eau salée dans le vin. Les Romains, ils mettaient de l'eau de mer dans le vin. On ne met plus de gomme de pistachier dans le vin. Bon, on met d'autres choses. Je veux dire, on met du fût, d'une certaine façon, quand on conserve en fût. Donc, ça a toujours été une construction humaine changeante. Il ne faut pas oublier de la faire changer et de faire changer la vigne. La reconstitution des vignes en Champagne, lorsqu'on était en vignon full, avant l'arrivée du phylloxéra, se faisait, alors ça se faisait relativement rarement, mais il y avait les vignons full, c'est-à-dire les vignes qui étaient sans alignement, c'était une foultitude. Et donc, on reconstituait la vigne. Il y avait une partie qui était reconstituée à partir de boutures et une partie qui était reconstituée à partir de pépins. C'est-à-dire il y avait toujours cet apport, mais c'est 40 000 pieds hectares. Et en fait, c'était quand même fait relativement régulièrement, puisque la vigne en Champagne se faisait tous les ans, on couchait le tronc, on couchait le pampre dans le sol. Et donc les voisins qui se trouvaient au sommet devaient accepter ou prenaient les vignes qui venaient du dessous, mais celui qui se trouvait en aval était obligé un petit peu de reconstituer. Et c'était donc un lieu où il y avait cet brassage et là on recherche le mono, on recherche la pureté. Peut-être que le mélange pourrait être, à partir du moment où les dates de maturation étaient identiques, pourrait être une avancée d'adaptation à des évolutions. De maturation. Parce que des maturations identiques, c'est un vœu pieux, ça n'existe pas. Comment fait Jean-Michel Deiss lorsqu'il fait des complantations? En fait, il met les vignes en stress de façon que l'arrêt de croissance se fasse à peu près au même moment dès qu'il y avait un stress hydrique. À partir du moment où la vigne se met en arrêt de croissance, elle se met dans un cycle d'accumulation. Et en fait, on sait qu'à peu près pour nos cépages septentrionaux, la vendange aura lieu à peu près 40 jours plus tard. Alors, il faut aussi voir qu'à une époque, on complantait, c'est-à-dire qu'on avait différents cépages mélangés, dans certaines régions au moins. Et ça, c'est un atout par rapport à la propagation des pathogènes, parce que si on mélange des résistances aux pathogènes différentes, on peut arriver à ralentir leur propagation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on plante des clones, mais vraiment des clones au sens strict, c'est-à-dire qu'on plante la même plante. Bon, là, s'il y en a un qui réussit sur un pied, c'est qu'il réussit sur le voisin, c'est du gâteau, comme on dit. Et il y a à retrouver des gestes anciens qui peuvent être des clés pour... Mais surtout, ce qu'on peut dire, c'est que les personnes qui sont en activité ont peur de l'inconnu. C'est-à-dire, à partir du moment où ils n'utilisent pas ce qu'ils ne connaissent pas par cœur, à fond, ils ont peur, donc ils n'en veulent pas. Donc ils se spécialisent sur une chose qu'ils connaissent parfaitement et ils mettent tous leurs œufs dans le même panier au risque lorsqu'il y a un problème. L'aléatoire, avoir confiance dans la nature, c'est accepter l'aléatoire de la nature. Et voilà, de temps en temps, il faudrait accepter ce Inch'Allah méditerranéen. Il faut soigner les sols aussi. Éric, tu dis quoi? Qu'est-ce qu'une vigne pour toi à la place que tu occupes là? On est toujours pour moi, dans la même approche. Ça reste un végétal que l'on a formaté, que l'on a guidé, accompagné dans un sens précis pour produire de façon régulière. Mais dans un terroir particulier. Et les vignes ou les cépages ne se comportent pas de la même manière selon l'endroit où on peut être. Donc,
Globalement, on pourrait presque dire que la vigne, c'est une gastronome. Elle est capable d'aller chercher des éléments fins qui vont permettre aux fruits qu'elle produit de mieux s'exprimer et de donner de l'émotion. C'est ce que. Mais alors, dans des choses qui sont aussi quelque part, même si elles sont guidées, un peu aléatoires, parce qu'en vigne, on n'a pas parlé, on ne parle pas de l'eau, on ne parle pas de l'irrigation, contrairement aux autres cultures. On est dans une culture qui se déroule avec le temps qu'il fait. Donc, quand on est paysan, on vit avec ces éléments-là. On ne les subit pas forcément. On essaie de les... d'amortir le choc. Ouais, ou de les apprivoiser pour faire en sorte qu'au bout, on arrive à faire naître un produit qui soit celui que le vigneron nous présente. Ce qu'on cherche à lui donner, c'est la connaissance du lieu. C'est le propre de notre travail. C'est de faire en sorte que lorsqu'on va mettre le mot Bourgogne sur une étiquette, que cette identité soit bien présente. Ça veut dire qu'on ne va pas raisonner, on travaille sur la notion de fertilité, c'est-à-dire jouer sur le volume produit, on va jouer sur les attributs que va être capable de saisir la plante. Ce n'est pas une notion de qualité. Hein. Et donc, dans la notion de faire vivre un sol, d'apporter les éléments, puisqu'on est dans un système de balance au niveau de la vigne, on a les exportations qui sont faites par les feuilles qui s'envolent, pour ceux qui ne broient pas les sarments qui vont être brûlés, et également les raisins qu'on va couper et qu'on va exporter. Il y a un bilan, exportation et restitution, et on va regarder ce qui va manquer. Là, une analyse de sol va être importante pour savoir si le stock que l'on a est suffisant pour apporter ce qu'il faut à la vigne. Mais ce n'est pas suffisant, une analyse de sol. C'est comment ce stock va pouvoir être délivré, libéré, et c'est là où on a besoin d'apporter de l'humus, du compost, pour arriver à avoir ce que disait Marc-André, c'est-à-dire cette notion de stockage et d'usure et de restitution ménagée dans le temps. Voilà, c'est un élément comptable, mais qui est quand même dans le subtil. Et la volonté, c'est de ne pas diluer, rendre sans saveur, insipide et sans saveur. Et lorsqu'on connaît l'étymologie du mot sève ou l'origine du mot sapide, on voit que ils ont tous les deux relation avec la sève, et donc la sève est très importante. Donc la relation et le savoir, la sève donne le savoir. Et donc c'est pas l'atmosphère qui va donner. L'atmosphère, c'est brassé, c'est lorsqu'on est à la parcelle, par exemple en Bourgogne, on peut dire, à partir du moment où on a une même pente, une même orientation, une même profondeur de sol, une même granulométrie, tous les éléments physiques vont être identiques. Il y a quand même, on ne va pas avoir des photosynthèses qui vont être différentes. Le matière végétale peut être exactement identique. Le travail que va faire l'humain sera exactement identique. Le seul élément qui peut apporter une différenciation entre l'un et l'autre, ça va être la sève. Et il n'y a pas de notion de hiérarchie pour moi, c'est simplement une notion de différenciation. Donc laissons vivre les lieux comme ils ont envie de vivre, c'est-à-dire de laisser, ne pas s'imposer, de ne pas faire quelque chose de systématique, permet de laisser cette différenciation. Donc l'action qu'on va avoir avec la vigne, ça va être celle-là, le regard porté que l'on va avoir avec la vigne. L'intention du geste que l'on va avoir va être là, c'est en permanence cette intention que l'on doit conserver. Que dit le mycologue ?
Bah, il ne peut pas dire mieux que celui qui s'occupe de la vigne. Là, ce serait indécent d'en rajouter sur la vigne. Mais il y a une chose qui est importante et que tu évoquais et que tu gères, c'est cette histoire de matière organique dans le sol. Là, on voit bien, il n'y a pas besoin d'être très fin pour le voir, que les sols agricoles font partie et les sols de vignobles en particulier, manquent très souvent de cette matière organique. Historiquement, on ne pouvait pas éviter d'en mettre, on ne pouvait pas éviter de mettre du fumier parce que c'est la seule façon de relâcher petit à petit du phosphate et de l'azote. On ne les nommait pas comme ça, mais on savait que ça nourrissait la plante. Bon, quand on a eu des engrais minéraux, on a pu les substituer et nourrir la plante. Et du coup, on ne s'est plus senti obligé de mettre de matière organique. Or, la matière organique, non seulement elle libère de la fertilité, mais en plus elle sert à stocker de l'eau. Donc par exemple, un sol avec plus de matière organique, il allonge le temps entre deux pluies où la plante peut continuer à exploiter de l'eau dans le sol. Bon. Ensuite, tu parlais de complexe argilo-humique. Effectivement, ça rentre dans une interaction avec les argiles qui fait une capacité à retenir les éléments minéraux dans le sol. Ensuite, c'est aussi une façon de retenir du CO2 dans le sol. C'est une façon de mettre du carbone organique dans le sol, c'est une façon de lutter contre l'effet de serre. Et puis, il y a aussi ce rôle contre l'érosion, parce que la matière organique dans le sol, c'est de la colle qui colle les éléments entre eux. Donc, il y a toute cette logique à retrouver de la matière organique dans le sol. Et ensuite, effectivement, un dernier volet de cette matière organique, c'est qu'elle nourrit les micro-organismes qui ont de tout temps construit les sols, et aussi qui nourrissent les plantes, puisque, redisons-le, et là le mycologue peut vraiment en parler, l'alimentation des plantes dans un sol ordinaire, alors peut-être pas dans un sol bourré d'azote et de phosphate, mais dans un sol ordinaire, la plante fait faire ses commissions par des champignons, c'est-à-dire qu'elle nourrit en sucre des champignons qui, en échange, lui ramènent les sels minéraux. Et on a un peu déconnecté cette association parce qu'on met beaucoup de sels minéraux et que la plante se sert directement dans le sol en azote et en phosphate, mais on a perdu l'interaction qui avait aussi un rôle protecteur. C'est les procédés de fertilisation NPK habituels. On amène ça. Et quand on perd l'association mycorhizienne parce que la plante n'a plus besoin du champignon pour aller faire les commissions, tant elle trouve à profusion de ressources, d'ailleurs, entre parenthèses, ces ressources finissent par se barrer dans les nappes phréatiques, bon. On perd aussi le champignon sur la racine qui était un protecteur. Et on rentre dans des cycles de dépendance aux agents phytosanitaires parce que la plante se défend moins bien toute seule qu'emballée dans du champignon. Les racines remontent parce qu'il oui. n'y a pas suffisamment d'aération au sol, parce que les vers de terre n'ont plus de travail, donc ils ne vont plus faire de galeries. Et que les engrais arrivent en surface. Et ils arrivent en surface, et ça veut dire des plantes qui sont plus dépendantes des conditions météorologiques ou de l'arrosage. En fait, on a déconstruit la robustesse naturelle. Oui. On a déconstruit la robustesse naturelle. Notre rôle, c'est de nourrir le sol, qui va nourrir la plante. Rien de vraiment très compliqué. Il y a pas ce sont des produits naturels. Ce sont des fumiers transformés, compostés, sur lesquels on a travaillé différentes phases aérobie, anaérobie pour favoriser. Fumier de quoi? De mouton. Donc fumier de mouton. Pourquoi le mouton? C'est très spécifique le mouton. Ça a des vertus autres que la vache ou le cheval. Bien, c'est mieux. Disons qu'on est sur on est sur un ruminant qui va se nourrir d'éléments végétaux, qui est capable de transformer différents types d'éléments végétaux grâce à son système ruminatif et à sa flore intestinale. Donc ça, c'est assez intéressant parce que on va continuer par le compostage, la fermentation, l'élevage de ces composts, à élever cette biodiversité qui, à un moment donné, peut-être, va nous rendre une utilité au sol, parce que dans les cycles microbiens, on a des micro-organismes qui sont déjà organisés pour transformer des éléments végétaux en place. Donc des bois de taille, des feuilles, de la matière organique qui est aussi présente dans le sol, et en même temps, on va ramener à bouffer à la flore microbienne du sol, donc que ce soit aux vers de terre qui vont favoriser l'oxygénation, parce que c'est de la matière organique disponible, que ce soit au niveau des micro-organismes qui se nourrissent et qui, du coup, vont nourrir la plante. Les défenses naturelles ont leurs limites. Elles réduisent la probabilité d'infection, mais elles n'assurent pas d'être sain en toutes circonstances.
Après, c'est vrai qu'on a aujourd'hui un peu déconstruit de plusieurs façons la dynamique qui protégeait la plante. D'abord parce qu'on a un peu découplé le lien au champignon, puisque la plante se nourrit toute seule, elle ne paye plus le champignon pour faire les courses. Donc on n'a plus la protection qu'amenait le champignon, mais qui était à la fois une protection par sa présence physique, mais aussi par une modification du système immunitaire de la plante. Hein. C'est quoi? C'est les produits phytosanitaires qui ont rompu C'est surtout les engrais, c'est surtout les engrais qui ont rompu ça. Les engrais, pardon. Après, il y a quand même un certain nombre de produits, on peut parler du glyphosate, hein, il y a un certain nombre de produits qui ne sont pas censés tuer les champignons, mais qui tuent les champignons mycorhiziens et les vers de terre pour le glyphosate. Donc ils viennent rompre cette relation. Alors, ils rompent ça, et puis il y a un dernier point. Sur les maladies de la vigne, il faut bien comprendre, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on travaille sur des clones, c'est-à-dire des choses qui sont propagées, soit par bouturage, soit maintenant par greffage. Donc on a la vigne est une sorte de cible statique pour les microbes, qui s'adaptent progressivement de plus en plus à cette maladie. Les progrès de l'ESCA ou de la flavescence dorée résultent du fait que les microbes s'adaptent à quelque chose qui ne bouge pas. Or, les êtres vivants, en général, quand ils font des descendants, ils ne les font pas par bouturage. Alors, ils en font un peu, mais il faut toujours aussi un petit peu, et la vigne en fait de moins en moins, des descendants par graines ou par embryon, qui sont génétiquement différents et qui font que la cible pour les microbes, la cible, elle est mouvante. Et on a créé une cible peu mouvante. Mais ce n'est pas gênant, on peut la recréer mouvante demain. Mais c'est vrai qu'on a facilité le travail. Mais la période où on pourra cultiver la vigne sans utiliser de pesticides, c'est que ça sera quand même compliqué d'y aboutir, parce que les parasites principaux pour lesquels les vignerons utilisent beaucoup d'intrants, ce sont des maladies que l'on a importées au cours de la première globalisation, la deuxième globalisation au XIXe siècle, avec l'odium, le mildiou, le phylloxéra. Voilà, et ce sont principalement ces maladies contre lesquelles on traite. Le patrimoine génétique de Vitis vinifera, donc qu'on parle Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sauvignon, Chardonnay, Pinot, n'a pas été sélectionné face à ces parasites. Donc il n'y a pas eu le phénomène de sélection naturelle. Donc le Vitis vinifera subit l'introduction de ces parasites. Et voilà, il va falloir peut-être qu'on révolutionne, qu'on ouvre un peu nos œillères, qu'on choisisse d'autres variétés, qu'on fasse des expérimentations. C'est le pourquoi le vigneron est considéré comme un usager de pesticides, qu'il soit cuivre ou qu'il soit de chimie organique, parce qu'on a réellement face à nous des parasites qui n'ont pas de barrière, qui ne trouvent pas de barrière. La vigne n'offre pas de barrière. Tu as raison, il y a un truc, c'est que les gens voudraient du zéro phyto, et je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment possible, et que le but, c'est d'en utiliser le moins possible, d'avoir des utilisations un petit peu organisées pour peut-être taper fort certaines années, puis avoir la paix pendant plusieurs années après. Il y a besoin de s'organiser pour en utiliser moins, mais toutes les solutions sont à prendre. Par contre, il faut bien voir que personne n'a jamais entamé un programme long pour voir si on peut trouver des Vitis vinifera résistants à l'oïdium. Parce qu'on a eu plus simple avec les pesticides, et ils nous ont empêchés d'aller creuser cette solution. Oui. Ça a rendu un peu feignant la recherche ou le vigneron, parce que le vigneron doit quand même s'inclure dans cette démarche. Et je pense que l'un des moyens de recherche que beaucoup de vignerons utilisent, c'est la stimulation des défenses immunitaires. On utilise les graines de fenugrec pour l'odium, on utilise des algues lyophilisées pour le mildiou. Voilà, c'est-à-dire qu'on stimule des brins d'ADN dans la vigne pour qu'il y ait une synthèse de protéines qui puisse couper le développement des parasites, voilà. Ou même vis-à-vis du parasitisme animal, il y a un parasitisme animal, c'est-à-dire que l'animal va venir pondre, manger à partir du moment où il y a une appétence. On peut peut-être arriver à couper cette appétence et à arrêter le... On revient sur ce qu'on a dit sur la domestication de la vigne. On est entre ce qu'on peut faire avec la génétique et ce qu'on peut faire avec les gestes d'accompagnement du viticulteur. Et je pense qu'il faut vraiment combiner les deux, c'est-à-dire essayer de trouver un bon matériel qui ne fera pas tout, trouver des bons gestes qui ne feront pas tout, mais qui feront combiner que, on aura un peu moins d'ennuis. Et donc finalement aussi des charges, je pense là aux intrants dans les exploitations viticoles, des charges un peu moins lourdes.
Et la complantation peut être également, c'est-à-dire ne pas avoir avoir qu'un seul génome présent en un seul endroit, parce que c'est la seule solution d'arriver à sélectionner le parasite qui cible et qui fait Mais mouche. ça, c'est un terrain de jeu idéal pour un microbe. Ou d'ailleurs un animal parasite, oui. Le pire, ça serait d'écrire la recette et de la rendre définitive, et de l'appliquer de façon systématique. Pour moi, c'est devenu hérétique. Le ressenti, la façon, le regard qu'on va porter sur la feuille, c'est essentiel. Il doit y avoir ce ressenti. Cette façon-là, c'est comme les parents qui vont regarder le bébé, son enfant. À un moment donné, on va dire il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Docteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah ben non, pour moi, tout est... Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a cette intimité que l'on a qui est importante. La solution définitive, c'est comme de croire qu'il y a une façon de se tenir sur un vélo qui fait qu'on puisse tenir droit sans avancer. Ça s'appelle un équilibre dynamique, ce dont je parle. L'idée, c'est constamment d'essayer de bouger pour tenir. Voilà, c'est un équilibre dynamique qu'il faut régulièrement donner des micros embardés pour se tenir sur l'équilibre que l'on a choisi. Et donc, il faudra continuer à changer. Et toutes les bonnes solutions qu'on est en train de donner aujourd'hui, elles ont peut-être des limites qu'on n'a pas vues et qui font que la génération de demain devra changer. Et loin de moi d'apporter une critique à ceux qui sont dans une démarche biologique, biodynamique, c'est pas une critique parce que je trouve que ça a apporté beaucoup, parce que en fait les personnes sont de plus en plus dans les vignes et ça leur a apporté cette proximité. Et donc cette attention et donc ce geste dédié. Écoutez, ils viennent de le dire, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Donc, non, mais c'est vrai. Faire un organique qui va passer partout, ça n'existe pas. Faire un organique qui a une certaine efficacité, ça existe. Mais ça existe dans le sens où on va sélectionner la matière, on va lui apporter de l'attention, c'est-à-dire qu'on va la travailler d'une certaine façon, on va respecter des cycles naturels, on va regarder ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait nous dans notre travail, c'est ce que fait le viticulteur chez lui. Donc on va amener de la précision. En fait, on va se rapprocher du consommateur final pour essayer, alors que je dis consommateur final, pour moi, c'est le viticulteur ou l'arboriculteur, ou le maraîcher, pour faire coller un produit qui correspond à son besoin ou à son... Alors que je dis besoin, c'est pas tout à fait vrai, c'est à son attente agronomique aussi. C'est-à-dire qu'on a un volet environnemental que l'on essaie de respecter le mieux possible et avec le plus de clarté possible. On a un volet économique qui nous permet d'investir dans nos entreprises et de tirer de la valeur ajoutée en vendant nos produits. Et on a un volet sociétal qui est celui du consommateur final qui, lui, nous impose d'aller plus loin dans notre démarche. On est sur une grosse partie de nos produits estampillés bio. On fait aussi des produits conventionnels, mais qui sont très proches du bio. Par contre, à un moment donné, on sait qu'on a abîmé les sols en amenant beaucoup d'engrais minéraux pour favoriser la productivité et que l'on a négligé l'apport de matière organique, mais on ne s'interdit pas non plus d'amener avec des organominéraux des engrais minéraux qui vont aussi nourrir la plante, mais en tenant compte de cet équilibre. Comme disait Marc-André, quand on fait du vélo, tu es toujours obligé de zigzaguer quelque part pour rester debout et droit. Et là, c'est pareil, il ne faut pas être dogmatique dans l'application d'un schéma ou d'un autre. Les organiques remplaceront jamais les minéraux. Ils sont complémentaires. C'est comme quand on extrait de nos organiques des acides humiques ou des acides fumiques. Ce sont des solutions de fertilisation qui permettent d'améliorer le développement du végétal, donc l'amélioration de la production, mais ce sont des éléments qui ne sont pas, au final, des éléments uniques qui vont suffire à fertiliser.
La fertilisation, c'est comme tout. Il faut un programme de fertilisation que l'on doit adapter à un terroir. Ça démarre d'une analyse du sol et derrière un objectif que l'on a et avec lequel on se donne les moyens de remplir cet objectif. Pour moi, Ovinalp m'apporte dans mon regard une capacité de fécondité, c'est-à-dire c'est pas un géniteur, c'est pas, il apporte pas les éléments il n'apporte pas la génétique, mais en revanche, il prépare l'utérus, il prépare le système reproductif à avoir une capacité de nidifier et de permettre d'apporter quelque chose d'exceptionnel. Et puis, c'est un des rares produits sur le marché qui se soit posé des questions sur, et c'est comme ça que nous on s'est connus, quels microbes sont là, comment ça évolue le long de la chaîne de production, est-on sûr de ne pas avoir de persistance de pathogènes. Tout ça, c'est des choses qu'on a vérifiées, qu'on a regardées ensemble et qui permettent de dire que ces produits contiennent aussi une biodiversité microbienne et une biodiversité microbienne qui est pertinente par rapport à un sol. On a des produits qui marchent historiquement, que l'on a continué de transformer de manière très, très traditionnelle, comme le faisaient nos grands-parents. À un moment donné, on s'est vraiment posé la question de savoir pourquoi ces produits étaient plus efficaces. Parce que nos clients, quand ils font un plantier, plantent une jeune vigne, on plante des jeunes arbres, le végétal se comporte mieux, il pousse mieux. Donc il y a une raison à ça. La raison, on ne peut pas dire notre produit c'est le meilleur. C'est celui qui marche mieux, c'est pas ça le truc. Il marche. Je n'ai pas dit que c'était le meilleur, je dis qu'il marche. Et beaucoup de clients, d'ailleurs, nous font état de leur fidélité, puisque notre entreprise a 32 ans, elle a été créée en 88, on a des clients de 32 ans, Anselme en fait partie. Donc, à un moment, c'est qu'on a su comprendre avec eux, se donner les moyens de comprendre ensemble ce vers quoi on voulait aller et créer des solutions qui sont des solutions de fertilisation. Mais toujours en respectant un truc simple, c'est-à-dire que nous, on vend des produits qui sont, entre guillemets, tracés. On l'a vu ce matin avec l'IGP, puisqu'on est allé faire un tour dans l'agneau de Sisteron. Donc, de la base, donc du cul de la brebis au vin, on va tracer un produit et, comme le dit Anselme, on est juste un des maillons de la chaîne, mais on essaie de comprendre aussi plus loin, dans cette chaîne microbiologique, peut-être certains micro-organismes ont plus d'intérêt que d'autres et peut-être ça vaudra le coup à un moment donné de les isoler, de les élever pour pouvoir lutter contre des problématiques qui sont sanitaires au niveau des racines ou autres et qui vont nous amener d'autres solutions. Mais si on n'a pas la curiosité d'aller chercher, comme l'a eu Anselme au niveau des vins, comme l'a Marc-André en tant que chercheur, eh bien, on reste dans un schéma qui reste figé et on fige l'avenir de notre métier. Et les grandes qualités d'Ovinalp, c'est qu'en fait, ils ne s'enferment pas dans la spécialisation. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un regard large, transversal. Et la transversalité, c'est toujours quelque chose qu'il faut conserver. Il y a un amont, un aval. Alors, on intervient là, mais on traite quelque chose qui a un historique et il y a un aval, un découlement. Et ça, on ne peut pas il faut absolument le conserver. À trop se spécialiser, à un moment donné, on perd l'amont et l'aval. Ben, je crois que tu as tout résumé parce que on est tous les trois autour de cette table et on est dans des domaines tout à fait différents, enfin tout à fait différents en apparence, mais en réalité, je suis le consommateur des vins qui sont produits avec les produits Ovinalp.